Octobre 2023. Ici André Fauteux à nouveau du magazine La Maison du 21e siècle. Très heureux d'avoir Stéphane Bielinski de M3E avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien, merci. Alors, Je expertise. devine qu'on va parler de champs électromagnétiques. Ah, ça se pourrait, oui. Ton domaine, expertise électromagnétique 3E. Donc, c'est expertise Élec- électromagnétique environnementale. électromagnétique environnemental, mais c'est 3E le nom raccourci. Le site web, c'est em3e.ca. On voit au mur Mais derrière bon, toi. Et fondée en quelle année encore? 2005 déjà. Eh mon Dieu, ça va faire 20 ans, hein? Oui, ça va faire 20 ans à temps plein, à part de ça, à travers la province, dans le milieu autant domestique que ferme laitière, implants médicaux, scolaires, hôpitaux. Euh, donc, on a fait le tour. Et même au pays, tu dois être un des rares, sinon le pionnier en la matière depuis 20 ans. Je crois bien que dans l'Est du Canada, je suis pas mal un des seuls vieux de la vieille qui utilise des méthodologies qui est reconnues à travers les temps, parce que dans le métier, il n'y a pas seulement que les appareils qu'on utilise, mais il y a également quand même la réputation de la compagnie qui est capable de faire des mesures fiables et de rapporter. À date, ça va bien mes affaires, là, je fais mes choses comme il faut. Ben oui. Écoute, aujourd'hui, on ne parlera pas trop de politique pour ne pas se faire accuser d'être conspirationniste, mais j'invite les gens à aller lire ce dernier article d'un de mes maîtres, Louis Lessin, qui publie Microwave News depuis la fin des années 70. C'est un docteur en sciences, là, qui il a écrit un hommage à Paul Brodeur, un journaliste new-yorkais, qui a été le premier à sortir l'histoire des liens entre les champs électromagnétiques et la santé. C'est intéressant de savoir que Brodeur avait gagné le prix national de journaliste aux États-Unis quand il a fait son enquête, la première au monde, sur l'amiante, sur les dangers de l'amiante. Donc, c'est vraiment un grand journaliste, mais qui a vraiment été sali quand il a commencé à écrire sur les dangers des lignes à haute tension et puis des cellulaires. Alors, toute l'histoire, c'est vraiment fascinant à lire. Tellement c'est fascinant que je suis en train de traduire cet article. Donc, on revient à toi, Stéphane, parce que au sortir de la pandémie, en fait, pendant la pandémie, on a parlé avec José Lévesque récemment, l'Internet des objets s'est vraiment manifesté. Premièrement, c'est quoi l'Internet des objets? Ben moi, du point de vue terrain, parce que moi je le vois, mais en mesurant à travers mon travail, c'est la multiplication des micro-antennes dans toute forme d'objets aussi bizarres les unes que les autres. Donc, dans une maison, si on ne fait pas attention maintenant, à peu près tout est doté d'une antenne sans fil, même des choses que je ne comprends pas. Mais le résultat final, c'est qu'on a une explosion historique. C'est absolument inédit. Des millions d'antennes seulement que pendant le temps de la pandémie, mettons, si on prend, mettons, 2 ans, de nouvelles antennes dans les foyers québécois, canadiens, en fait. Selon, en fait, le gouvernement canadien, c'est fièrement des milliards d'antennes qui avaient l'intention de déployer enfin dans leur plan de 2022, là, si je ne m'abuse. C'est en bonne voie, c'est certain. Donc ça, c'est des électroménagers, même des couches hein, qui peuvent nous dire sur notre cellulaire que le bébé a fait pipi. Et donc, c'est Des des, brosses à dents, ouais, des des millions jouets d'enfants. pour enfants, des réfrigérateurs, des machines à café, des trucs pour repérer. On a des tags, c'est pas cher, on met ça un peu partout, puis ça émet, puis on sait où la personne, où est l'objet pour la retrouver. Donc, mais pour ça, il faut être repérable. Donc, pour être repérable, il faut nous-mêmes avoir un dispositif en action autour de nous. Donc, ça implique tout un réseau, en fait, et c'est ça l'Internet des choses, c'est qu'on va vouloir connecter, si on veut, par radiation non ionisante ou micro-ondes, si on veut être un peu vulgaire, toutes ces technologies-là pour, honnêtement, c'est la raison que je questionne. Qu'est-ce que ça va vraiment donner aux citoyens à part de l'effet pratique de, par exemple, j'ai des domiciles où est-ce qu'ils ont installé presque des Wi-Fi dans chaque ampoule. Donc, ils peuvent contrôler les ampoules avec leur cellulaire, mais l'échange de ça, c'est une exposition remarquablement plus élevée que si on aurait une ampoule normale avec un disjoncteur ordinaire.
Donc, c'est vraiment, puis souvent, ces dispositifs ne sont pas désactivables. Donc, on s'aperçoit dans les appareils ménagers où j'ai des cas où les gens ne savaient même pas qu'il y avait rentré des antennes. Et c'est ensuite à l'enquête qu'on a trouvé. Et l'essai temporaire de sortir les antennes ont vu la disparition des symptômes, par exemple, un problème de sommeil, dans le cas que je parle. Et puis là, ben, c'était suite à l'achat d'un réfrigérateur dans ce cas-ci. Et puis là, ben là, on a désactivé le réfrigérateur en le débranchant, un cas facile, mais on a besoin d'un frigo. Donc, quand on a vu que c'était vraiment le frigo qui donnait le problème de symptômes, on a essayé de désactiver, ça a été impossible. Il a fallu que malheureusement la personne se débarrasse de l'appareil. Et même si parfois dans les menus, on va pouvoir choisir de désactiver l'antenne, parfois il offre cette option-là, ça ne veut pas dire que l'antenne a été désactivée en fait. Donc, on a même cette fausse information-là qui nous est apportée, que ce soit sur des téléphones portables, des tablettes, mais également des appareils ménagers, en fait, tout. Les imprimantes, on voit ça souvent. Les télévisions, où est-ce que là, les télévisions modernes, en fait, si on ne fait pas attention, on va avoir un Wi-Fi, un Bluetooth sur la télévision, minimalement un Bluetooth sur la manette. On va avoir un 4K quelconque en dessous. Ça va être connecté par Wi-Fi avec le 4K sous l'appareil, qui lui est connecté à un Wi-Fi, c'est stéréo d'ailleurs dans la maison. Donc, on appelle ça des Wi-Fi haute vitesse partout. D'ailleurs, le marketing se fait là-dessus. Donc, on met des bornes dans toutes les pièces de la maison. Et si votre maison est résistante au passage des ondes pour une raison ou pour une autre, ben là, on achète des boosters parce que là, passer de la haute vitesse, que ce soit dans un moniteur pour bébé, que ce soit pour regarder un jeu vidéo ou un film, ça prend de la bande passante, il n'y a pas de miracle, ça prend du champ électrique. Donc, on a une explosion d'antennes que parfois on pense même avoir désactivées, ils ne sont pas désactivés, ou on pense qu'ils ne sont pas actifs parce qu'on a cru un vendeur ou un représentant qui nous a dit que si on n'utilisait pas le Wi-Fi sur la télévision, ça n'activait pas l'antenne, ce qui est faux. Donc, l'objectif dans mon travail, ben, à ce moment-là, c'est sûr, c'est qu'on essaie de filer, et presque tout est filable. Donc, on file les dispositifs et là, le défi devient de désactiver les antennes qui restent actives dans la majorité des dispositifs, même s'ils sont filés. Donc, en quelques minutes, je viens de passer là, des notions que beaucoup de gens ne savent pas ou que même s'ils font des efforts pour faire attention, les dispositifs, même après avoir désactivé le Wi-Fi, se réactivent d'eux-mêmes parce qu'on parle de l'intelligence de nos appareils qui sont apparemment plus intelligents que nous. Ça avec mon ordinateur, des fois que j'enlève le Wi-Fi et le Bluetooth, puis là, il y a une mise à jour qui se fait, puis ça s'allume. Et moi, j'ai jamais pensé que j'étais électrosensible, mais après une couple de jours, sans savoir, là, j'ai vu, je développais des maux de tête ou des problèmes de sommeil si l'ordi est allumé, puis je dors dans la pièce voisine. Juste Écoute, depuis que je mesure ça, là, la puissance d'un simple Bluetooth d'une souris ou quoi que ce soit, là, c'est décuplé, mais non seulement ça, mais c'est la basse fréquence des pulsions de ces appareils-là qui est incroyable. Et on peut relier ça à un tas d'études qui va démontrer qu'avant l'effet thermique, on est vraiment dans les effets non thermiques que, bon, on sait que l'industrie, historiquement, ne veut jamais reconnaître ça par peur de problèmes financiers, mais ça revient à ça. Et moi, je pense que même si on était un peu ou pas sensible avant, on peut le devenir parce que c'est très agressif selon ma compréhension des choses et que j'observe depuis presque 20 ans maintenant. Les fréquences ont vraiment changé parce que mon travail, c'est de mesurer, de quantifier et on sait que c'est plus la fréquence qui est bioactive que l'intensité, quoique on a maintenant les deux avec les nouveaux dispositifs de cinquième génération qui déploient en ce moment. ben, c'est important ce que tu dis là. Je veux juste reculer en arrière pour que les gens comprennent qu'il y a c'est une antenne satellite qui va capter express vue. C'est une antenne réceptrice. Mais quand on parle d'Internet des objets, c'est des puces antennes, hein, des chips là, tout petits, qui sont à la fois des émetteurs et des récepteurs. Hein. Voilà. Il y en a que ça peut être faible et d'autres plus puissantes, mais ça dépend de la sensibilité de chaque personne. Ben, la faiblesse, c'est relatif non seulement à la puissance de l'antenne, mais à la distance qu'on a à l'antenne. Dans une souris, par exemple, on peut considérer ça par rapport à l'effet thermique faible, mais par rapport à la proximité, en fait, c'est tellement proche, l'antenne des La journée doigts, même.
Puis on pourrait considérer ça extrême au niveau des doigts, par C'est exemple. la Donc, durée de c'est relatif. l'exposition. Ouais. Je veux montrer cet article que j'ai traduit, ou que je viens de publier, un chercheur, un grand biophysicien grec, qui expliquait justement que c'est pas juste l'onde porteuse d'un cellulaire, par exemple, qui est dangereuse, autant que justement le message qui est modulé par pulsation avec des extrêmement basses fréquences dans les hertz ou les kilohertz. Comme tu disais, c'est vraiment les plus basses fréquences qui sont dangereuses, mais avec donc plein de facteurs comme la proximité, l'intensité évidemment, mais la durée d'exposition, c'est ce que les gens ne réalisent pas. C'est la Le nombre d'antennes, on change d'une pièce à l'autre. Les gens accumule. dans les cités sont exposés constamment à littéralement des milliers d'antennes. Les gens ne réalisent pas. Regarde, on peut écouter, si on veut, la pulsion de mon simple Wi-Fi. J'ai sur mon ordinateur portable un Wi-Fi. Je vais l'allumer quelques minutes. Donc, je vais allumer mon appareil et agréablement, on n'entend rien. Ça veut dire que mon endroit est très, très propre, n'est-ce pas? Merci. Et là, je vais simplement allumer le Bluetooth de l'appareil. Et là, c'est un Bluetooth qui est en stand-by. Et on peut entendre déjà deux fréquences très basses. En fait, on a comme deux antennes qui grattent, on dirait, mais c'est comme des protocoles de communication. C'est comme deux chevaux qui galopent l'un à côté de l'autre. Et quand on peut calculer ces pulsions-là sur un chronomètre, ce qui est quasiment le cas, ben, on est dans les fréquences qu'on appelle extrême basse fréquence. Et ça ne contient même pas en plus, c'est que ça, on entend la pulsion de la bande porteuse, en fait, mais on ne tient pas compte de la basse fréquence de l'information qui est fixée sur cette bande porteuse-là. Donc là, on a au moins trois fréquences sur la peau. Je n'utilise même pas le Bluetooth en ce moment-là. Il est en stand-by, il cherche à se connecter, il est prêt. Donc, et là, je vais éteindre le Bluetooth. Vous voyez, c'est la nuit puis le jour. Au niveau cellulaire, au niveau environnemental, c'est vraiment la nuit puis le jour. On va faire le même essai avec le Wi-Fi, par exemple. Moi, je ne l'entendais pas. Peut-être que tu te mettras plus proche. Ah, C'est peut-être j'ai moi qui est sourd un peu, là. Mais mon micro, je pense qu'il est ici. Donc, je viens d'allumer, je ne sais pas si tu entends le Wi-Fi qui essaie de se connecter. Ben, on ne l'entend pas toujours, là. Là, il cherche. oui, je vais mettre le mien pour le fun. Ah, Est-ce que tu as entendu? Fait que ça, c'est mon Wi-Fi qui essaie de se connecter. Et là, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi ici dans la maison. ça, c'est Donc, mon on va voir. Bluetooth ici. Oui, c'est un autre exemple, un bon appareil. Donc, c'est pour donner un exemple un peu plus concret aux gens. Si j'allume le Wi-Fi, même si je ne l'utilise pas, il essaie de se connecter à toutes les 1 ou 2 secondes. Il faudrait prendre le temps de le calculer pour cet appareil-là qui est neuf. Donc, et là, je ne l'utilise pas. Si je l'utilise, bien entendu, il va se mettre à télécharger et là, les expositions explosent littéralement. Et là, si j'allume en plus mon Bluetooth, par exemple, bien là, déjà, on a un petit orchestre, n'est-ce pas? Et je n'utilise aucun de ces antennes-là, là. Ouais, Donc, je moi, vais désactiver le Bluetooth et je je vais vais désactiver le Wi-Fi pour retrouver mon ordinateur filaire qui est beaucoup plus tranquille. Mais dans une maison, je peux avoir des antennes comme ça actives, même si on ne les utilise pas. Dans une maison moderne d'une famille, je peux en avoir facilement une vingtaine, juste dans la maison. ben oui, tu peux Ouais. être monté Donc, quand ça va rapidement. moi, mon maximum est monté à 201 000 microwatts Oui, pour ça juste c'est avec très proche de l'antenne. j'ai aucun appareil qui est connecté à mon Bluetooth. J'ai aucun dispositif Wi-Fi qui est activé. Et je travaille, là. Je suis juste assis à un pied et demi. Alors, je suis toujours au-delà de 1000 microwatts par mètre carré et le maximum à 201. Ça, c'est l'autre chose que les gens ne réalisent pas. La moyenne est à 0,4. Alors, Hydro-Québec, tout le monde va citer 0,4 la moyenne. Puis, c'est pas dangereux, tu es à 0,4. Puis, Santé Canada dit qu'en bas de 4 millions, il n'y a pas de danger. Alors, la limite du code de sécurité 6 de Santé Canada, il faut que les gens comprennent, c'est juste pour éviter d'augmenter d'1 degré la température du corps. Mais c'est les pics et les maximums de pics surtout qui sont les plus importants et qui font qu'à la longue, notre système nerveux, immunitaire, etc., va C'est les flancher. pulsions ou les maximums qu'il faut enregistrer. Les moyennes, en fait, on en tient compte pour des statistiques. La moyenne, c'est un chiffre intéressant parce qu'on aime ça des chiffres.
Mais pour la biologie, pour déterminer l'exposition des êtres vivants, c'est vraiment les crêtes qu'il faut retenir. D'ailleurs, la méthodologie est basée là-dessus pour les inscriptions de mesures là, sur nos rapports. Pour d'autres partages, juste mettre en contexte, là, j'invite les gens à aller lire cet article-là de Paul Héroux sur notre site. Mais pour tous les effets biologiques aussi, il y a quelques, pour les sceptiques, là, sur le site Bioinitiative, il y a des tableaux de couleurs RF Color Charts où on voit dans ce cas-ci en microwatts par centimètre carré tous les effets documentés avec les références scientifiques là, à partir des niveaux d'exposition les plus faibles, là, des femtowatts, là, impact sur l'ADN, et des expositions plus fortes de watts par kilo. Là, c'est le... Ça vient confirmer les études que moi-même, j'épluche depuis 20 ans que je suis. En fait, plus le temps avance, plus ça vient confirmer ce que justement tu disais en début de discussion, que les conspirationnistes ont confondu. Mais en fait, l'histoire, après coup, vient nous démontrer que oui, comme le tabac, l'amiante, ces choses-là, il y avait on le savait depuis longtemps. Le problème, c'est au niveau de la diffusion et de la réglementation qu'on a des enjeux. C'est ça. Donc, qu'est-ce que les gens doivent faire avec tout ça? Donc, un, c'est quand on achète un appareil, en fait, est-ce qu'on devrait se doter d'un petit appareil de lecture quand on va au magasin? Mais là, dans le magasin, il va y avoir 56 000 objets qui pulsent. Ouais, vous allez revirer fou dans le magasin. C'est pas une bonne idée. L'idée, ben, il y a plusieurs trucs. La première, c'est qu'on devrait exiger, le consommateur, en partie, on devrait se tenir. Là, on a besoin de solidarité. Donc, je fais appel à la solidarité des gens, c'est qu'on n'achète pas des appareils qu'on ne peut pas désactiver les antennes. Et ça commence par les fournisseurs d'Internet qui sont les plus difficiles en ce moment parce qu'ils ne veulent pas s'adapter. Ils peuvent facilement désactiver les antennes et nous donner l'option de désactiver les antennes. C'est toujours une histoire à pu finir pour des raisons qu'on pourrait discuter une autre fois. Mais l'idée, c'est qu'on a maintenant des bornes, que ce soit des compagnies ou des bornes connues comme Helix ou Bellfibre, des produits comme ça, où on devrait avoir le droit facilement de désactiver. D'ailleurs, si vous demandez, surtout pour une entreprise comme Vidéotron, on peut demander des bornes désactivables. Ils en font encore, mais il faut insister. C'est pas facile. La première réponse, c'est toujours ça n'existe plus. Vous rêvez en couleur. Mais l'idée, c'est de refuser le Wi-Fi si on n'en veut pas, parce que le brainwash en ce moment qu'on vit tout le monde, c'est que Wi-Fi égale Internet. Ce n'est pas vrai. Wi-Fi est une façon sans fil d'aller sur Internet. Internet, dans un câble, est plus rapide et plus sécure à tous les niveaux. Et dans la maison, tout le monde l'achète par câble en partant. Donc, c'est de maintenir le câble de l'achat qui passe à travers du mur jusqu'à l'appareil. On se casse un peu la tête, oui, au début, mais ensuite, mon Dieu, que c'est immense comme gain au niveau, disons, d'assainir l'environnement électromagnétique parce que ces micro-antennes-là sont vraiment notables, puissantes, si on voudrait dire, peut-être pas dans le sens thermique, quoique si vous embrassez votre borne Wi-Fi, vous êtes dans l'effet thermique, comme votre cellulaire d'ailleurs, pour plus que 6 minutes si on fait la moyenne. Donc, attention à ça, mais la gestion des micro-antennes. Donc, ça, c'est une première chose, peut-être que les gens devraient demander. La deuxième, c'est au moins prendre note, prendre conscience que des produits qui achètent, ils ont des antennes dedans et de demander à les désactiver si possible. Sinon, ne pas acheter. Au-delà de ça, oui, un appareil, c'est pratique. Ce n'est pas n'importe quel appareil qui peut faire le travail, malheureusement. Pour les appareils, pour aider les gens à chasser les antennes qu'ils ne veulent pas chez eux et qui ont malgré eux. Donc, c'est un appareil que je suggère qui a une analyse sonore. Donc, on a Safe Living Technologies qui existe en Ontario. D'ailleurs, il y a un code de rabais pour les clients québécois qui veulent un service chez 3E. C'est 3E trait d'union SLT2 pour 10 de rabais à la caisse. Et là, vous avez deux produits comme le Safe and Sound Pro 2 qui est plus sophistiqué, mais qui vraiment est imbattable au niveau du sans-fil par rapport à les caractéristiques, la précision des mesures et la fiabilité, et également les Safe and Sound classiques. On les voit dans le bas de l'écran, les deux petits appareils de couleur verte, qui est un appareil de base. Mais les deux ont une analyse sonore et c'est très pratique pour chercher des sources et de mesurer par rapport à des normes, parce que les appareils sont calibrés par rapport à les normes de Bow Biology.
Donc, et c'est fait au Canada. Donc, c'est très bien. Il faut investir un peu, mais ça nous permet d'être sûr qu'on a désactivé ou non des antennes ou qu'on n'a pas des antennes sans le savoir dans la maison. Donc, on peut, avec ces appareils-là, comparer aux valeurs qu'on veut, en fait. Moi, je fournis avec les appareils un tableau d'interprétation en code de couleur pour faciliter l'interprétation. Donc, les gens peuvent déterminer leur exposition par rapport à la norme de leur choix et selon leur décision, s'ils veulent désactiver ou activer des antennes, surtout au niveau des chambres à coucher, par exemple, des trucs comme ça. Et il y a plein de solutions, je rassure les gens. Moi, le premier gens, les gens, je vois, ils paniquent, là, ils disent, bon, plus d'Internet, plus de télévision, plus de Netflix. Ça y est, l'univers vient d'arrêter, là, c'est comme, mon Dieu. Avec un câble Ethernet et le coaxial, c'est plus rapide que le Wi-Fi. Oui, c'est fait que, tu sais, c'est comme, il faut Regardez, briser ces mythes-là. C'est du brainwash qui a été fait. J'ai fait des conférences dans des écoles secondaires pendant des années. Ce que je m'apercevais, c'est que les étudiants, tout de suite, il y avait une levée de bouclier, on disait Wi-Fi, Internet. non, Ah c'est de mon la Dieu, Wi-Fi et désinformation. puis d'Internet. Non, pas du tout. Au contraire, on aime Internet. C'est de la façon qu'on y accède. Soit de l'ignorance ou de la désinformation flagrante. La désinformation, définitivement, au départ. En fait, une école, en fait, est là pour donner la vérité, les options. D'ailleurs, c'était ma fonction d'amener un peu, de faire le ménage un peu de ces notions-là. Et d'ailleurs, les étudiants pouvaient amener leur cellulaire cette journée-là et on pouvait faire des essais. C'était très amusant, hein. Et dans les écoles, c'est problématique parce que Los Angeles, il y a eu beaucoup de pression et puis c'est comme la plus grosse commission scolaire des États-Unis, je pense. Puis ils ont vu que oui, ça serait plus pratique, plus rapide, plus cybersécuritaire, en plus de ne pas faire cuire les enfants avec des micros. Mais ils ont juste dit que c'était trop cher de mettre 20, 30 câbles Ethernet dans une classe, dans toutes les classes. Ça Ah, coûte des millions de dollars. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas drôle de fait. façon de calculer. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas rentable de ne pas rendre les enfants malades. Nos Évidemment, c'est pas enfants, tous les enfants. C'est pas tous les enfants qui sont malades. Alors, les gens doivent comprendre, quand on parlait d'intolérance aux ondes il y a 20 ans, même il y a 10 ans, c'était vraiment marginal. Mais là, malheureusement, comme tu disais, avec ces millions d'antennes qui sont dans tous les bâtiments, sur tous les objets, il y a plein de gens qui étaient en pleine santé puis qui développent ces symptômes-là, même de gens météo-sensibles, hein. Dans le livre de Gilles Brien, le météorologue, il nomme les symptômes, maux de tête, acouphènes, problèmes de mémoire, de sommeil. C'est la sensibilité à l'électricité naturelle, ben, c'est encore pire avec l'électricité artificielle qui, hum, elle, est polarisée. C'est ça qui fait que oui. ça va. C'est pas de l'ionisation des, euh, des cellules, des électrons, mais ça va créer des problèmes de charge quand même électrique qui vont ouvrir la cellule ou la refermer, qui va faire qu'elle va être inondée de calcium, par exemple, ou avoir des fuites de calcium. Et on sait que depuis très longtemps, en fait, on a des études qui ont fait le lien entre certaines fréquences exposées et certaines réactions biologiques attendues. Donc, on peut même facilement, pour moi, c'est une certitude, là, où est-ce que déjà l'industrie sait quelle fréquence peut justement avoir des effets biologiques, qu'on en soit On va faire conscient. en médecine, ben oui. Donc, on est vraiment rendu là. Raison de plus, d'ailleurs, pour commencer à gérer cette dimension-là, qui est notre dimension électromagnétique, définitivement. En médecine, que ça soit ionisant ou non ionisant, comme les ondes radio, c'est vraiment une question de dose, de durée d'exposition à ce niveau-là. On parle de génotoxicité pour le Wi-Fi. On parle, c'est très, très grave, là. On parle d'exposition 24 heures sur 24, des expositions chroniques pour, je vous dirais en ce moment, pour la population urbaine, 99,9%. Donc, on expose tout le monde et toute forme de vie à quelque chose d'extrêmement violent. On l'a entendu tantôt, ça n'existe pas dans la nature et on a des pulsions. Là, j'avais juste deux petites antennes en attente dans un milieu électropropre, mais à Montréal, comme je disais tantôt, parfois, j'ai littéralement un millier d'antennes qui peuvent s'exposer. Et le problème aussi avec le 5G, la cinquième génération, surtout les antennes commerciales, c'est qu'ils peuvent s'orienter. Donc, ils sont directionnels. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce facteur-là, mais si vous avez sur l'île de Montréal, par exemple, je vous donne un chiffre, environ 60 000 antennes commerciales directionnelles sur la petite île de Montréal. Ça veut Ça veut dire dire directionnel, c'est que c'est pas 360 degrés. c'est qu'on peut diriger des faisceaux d'énergie au même endroit. Donc, les antennes peuvent diriger les faisceaux.
Il n'y a pas de pièce qui bouge, là. C'est un phénomène électromagnétique au niveau des antennes, mais on va diriger le faisceau. Ce La qui 5G, est, c'est vraiment, ça peut cibler les cellulaires des gens qui marchent dans la rue, par exemple. par exemple, mais ça devient très difficile à évaluer parce que dans un endroit X, disons qu'un point de mesure X, si c'est le matin tôt, j'ai pas grand monde, même si j'ai, mettons, 300 antennes en vue, ce qui n'est pas rare maintenant en centre-ville, j'ai une radiation, mettons, de fond qui est X. Et là, si je rentre un ou deux personnes qui téléphonent, bien là, s'il y a beaucoup d'antennes disponibles, bien là, on peut avoir soudainement des dizaines de faisceaux qui commencent à exposer cet endroit-là. D'ailleurs, les procédures de mesure vont être très difficiles, même pour le gouvernement, si jamais ils veulent faire des contrôles. Moi, je pense qu'il faut faire des contrôles. Ça ne se peut pas qu'on ne fasse pas de contrôle à ce niveau-ci, mais c'est qu'il faut avoir une collaboration de la part de l'industrie pour qu'ils activent les antennes au moment donné à cet endroit-là. Sinon, ils peuvent même faire le contraire, c'est-à-dire complètement jouer une petite chasse aux sorcières où à chaque fois qu'on se déplace pour mesurer, les antennes sont détournées ou annulées. Mais imaginez-vous dans une foule, on a un spectacle au Centre Bell ou je ne sais pas quoi, et là, on peut concentrer des milliers d'antennes sur la place publique, place des Arts, sur la rue Sainte-Catherine, une belle journée d'été. On peut. Les niveaux de micro-ondes est impressionnant. C'est qu'on a perdu le contrôle dans les dernières années, mais ça monte toujours. J'en parlais il y a presque 20 ans que ça se poussait comme des champignons. Ça continue encore. C'est incroyable. Mais maintenant, c'est qu'on a fait des micro-antennes. Donc, on les a vraiment miniaturisées et le 5G va servir surtout probablement aux drones, et aux véhicules et à la surveillance pure et simple. Dans les grandes villes, hein, les gens pensent qu'il y a des antennes 5G partout, mais c'est pas payant d'en mettre à la campagne, hein. Ben, le 5G, c'est moins payant à la campagne. Présentement, il y a un déploiement massif qui se fait dans les villages touristiques, surtout parce que les gens qui ont ce bénéfice-là dans les centres-villes veulent continuer de l'avoir quand ils font du Alors, des ski, par exemple, ou dans les milieux touristiques. Mais oui, aussitôt qu'on s'éloigne, l'avantage du 5G pour l'instant, mais tout ça, ça change, mon cher. Parce que là, il libère des bandes de fréquences basses qu'on avait à l'époque, dont le 650 MHz, par exemple, pour mettre du 5G là-dessus. Donc là, on n'est plus dans les très hautes fréquences, bien qu'on parle maintenant. J'ai d'ailleurs les nouveaux appareils pour mesurer le 5G dans les édifices à Montréal. Donc, on parle là, dans les 20 GHz. C'est complètement différent du 650 MHz, qui est beaucoup plus pénétrant, des antennes beaucoup plus puissantes. Donc, on a vraiment le 5G, la cinquième génération, en fait, c'est une combinaison impressionnante de types d'antennes, de types de fréquences, de types de pulsions. trois classes de Qui est fréquences, c'est ça, basse, moyenne et extrêmement élevée. Donc, c'est les extrêmement élevés qui ne sont pas pénétrantes qu'on utilise juste dans les grandes villes. Ben, en général, moi, je retrouve pour l'instant les extrêmement élevés, surtout dans les tours, donc des télécommunications, par exemple, entre tours cellulaires eux-mêmes, les répéteurs qu'on appelle, ou des choses comme ça. Malheureusement, ils se retrouvent des édifices dans la ligne de mire de ces appareils-là. Personne ne mesure ça. Si vous avez des doutes, vous pouvez appeler probablement Industrie Canada qui vont théoriquement peut-être vous donner un chiffre, mais mesurer ça, c'est Hey, compliqué. pour mesurer du 20 à 60 GHz, ça par les appareils qui coûtent une fortune, c'est ça. Oui. Ça, c'est bloqué par la végétation et par les arbres, hein, ces fréquences-là les plus élevées. En général, plus la fréquence est élevée, plus elle est facilement bloquable par l'humidité, par l'eau. Donc, une pluie assez abondante va couper le signal complètement, alors que de l'air humide, par exemple, va l'amplifier énormément. Donc, on a vraiment, et d'ailleurs, quand ils installent les antennes, il faut qu'ils tiennent compte un peu de tous ces facteurs-là. Donc, ça prend, La fréquence différente. ouais, ça prend de la puissance, ça prend beaucoup d'antennes. Mhm. Parle-moi de tes patients, parce qu'il y avait tes patients, tes clients qui sont des malades très souvent. Euh, il y a un médecin de famille qui s'appelle Dr. Gelter, Jeltr aux États-Unis, d'origine norvégienne, qui a vu, elle, elle a développé un protocole où elle disait aux parents, éteignez le Wi-Fi pour votre enfant autiste. Puis évidemment, les maris en général et les ados hurlaient, ils voulaient rien savoir. Donc, ils ont commencé par dire, OK, on va couper ça juste la nuit ou 2 heures par soir et par nuit. Mais je pense que l'idéal, c'est pendant 2 semaines, mais juste en 3, 4 jours, les autistes, souvent, ont déjà des améliorations, des atténuations
de leurs symptômes. Toi, parle-moi un peu La de... majorité des choses que je constate. Ouais. Raconte-moi des anecdotes d'amélioration que tu as vues chez tes Ben, clients. facilement, je peux faire une statistique, là, c'est 70% des clients qui m'appellent, là, qui voient une amélioration notable on a changé leur vie tout simplement en contrôlant Quel l'exposition. niveau, quels symptômes Les principalement? symptômes, c'est souvent bon, ben, le sommeil, l'arythmie cardiaque, les maux de tête, une angoisse ou un stress permanent. Comme si tu prenais bien du café, hein? C'est vraiment Oui, comme oui, oui, l'électricité, en fait. C'est l'électricité qui. Ça hausse, oui. toi, tu mesures le voltage corporel, justement. Oui, mais c'est une autre façon c'est une autre fréquence, un autre type de mesure, voilà, voltage Les corporel. micro-ondes jouent là-dessus. Non, le voltage corporel, c'est relié aux 60 Hz. C'est relié vraiment à la fréquence qu'il y a dans le filage autour de nous, que ce soit dans les Tellement. murs ou dans les installations électriques à proximité. Donc, c'est un autre type d'exposition, mais complètement. Euh, ouais, En fait, le sans fil, c'est comme pardon. dans le fond, c'est comme une électrocution extrêmement faible, mais très longue, hein? Quand on est. Là, dans le champ électrique basse fréquence, oui, c'est ce qu'on va faire, que ce soit surtout pour les fermes laitières ou les gens plus sensibles. Là, je vais vraiment vérifier. Il y a différentes façons de vérifier l'exposition aux 60 Hertz, mettons dans un lieu de travail ou une chambre à coucher. Deux façons qu'on utilise souvent, c'est l'exposition aérienne. Et là, j'ai deux méthodologies dans l'exposition aérienne que je vais utiliser avec des appareils différents. Sinon, il y a une autre exposition qu'on peut utiliser qui est combinatoire. En fait, tant qu'à moi, il faut toutes les utiliser. C'est le voltage corporel, qui est un autre type d'exposition, qui est en fait une lecture de potentiel au corps versus une référence de mise à la terre. Donc, on veut que cette mesure-là nous donne des indications sur l'exposition globale aux 60 Hz, qui est déjà difficile à déterminer. Et là, ça nous permet d'arriver avec une atténuation mesurable et parfois énorme, là, des atténuations de 99 parfois que ça ne coûte rien. D'autres fois, il faut investir un peu plus, puis d'autres fois un peu plus. Mais c'est énorme, là. Donc, on va se servir de ça. Et oui, on appelle ça des électrocutions douces. Par exemple, quand j'ai des cas d'épilepsie chez certains enfants, j'ai eu de nombreux cas où est-ce qu'on a dans les salles de jeu et ou dans les chambres à coucher des expositions en voltmètre aérien, par exemple, dans les lits à 120, 130, 140 voltmètres. Bon, la norme canadienne, c'est 4200, donc on est en bas de la norme canadienne, mais on voit là, de fortes améliorations ou de fortes baisses des symptômes si on commence à contrôler minimalement cette forme d'exposition-là de 60 Hz, qui est pour moi une forme d'électrocution douce. Oui, d'ailleurs, je vais avec des vidéos que les gens vont pouvoir aller voir sur Internet et on va pouvoir constater dans une simple pièce, juste en approchant un mur qui est disons, peut-être plus, pas blindé ou un mur qui pourrait être normal ou un peu plus exposant que d'autres, où notre voltage corporel varie avec la distance et qu'on tient des objets, des murs, des planchers, des plafonds. Donc, on commence à comprendre bien que notre corps réagit constamment. Et oui, c'est un genre de forme d'électrocution douce que j'aime appeler pour vulgariser un peu le terme, mais c'est définitivement un voltage corporel alternatif AC 60 Hz qui n'est pas naturel, mais pas du tout. J'aimerais nuancer en même temps, pas que les gens partent en peur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut régler ces choses-là souvent très, très facilement, ne serait-ce qu'en éloignant notre lit du mur ou en mettant de l'aluminium entre le mur dans lequel le fil passe, là. Chez nous, c'est intéressant parce que tu étais venu mesurer mon voltage corporel dans mon bureau, puis on a réalisé que c'était les lampes au plafond de ma salle à manger sous mon fauteuil qui faisait que ça affectait mon voltage Au corporel. plancher. Puis les gens doivent comprendre que les champs électriques, ils sont toujours là. La minute le fil est sous tension, quand il y a du voltage dedans, à moins de le couper avec un interrupteur, là. Tandis que le champ magnétique, c'est quand on consomme l'électricité, c'est l'ampérage, le courant qui circule. Et Exact. les études sont toutes centrées sur les champs magnétiques, avec les lignes à haute tension, tout ça. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est les champs électriques qui sont les plus dangereux, les plus bioactifs. Et en plus, ben, c'est à ceux-là qu'on est exposé 24 heures sur 24. Donc, c'est pour ça qu'on recommande aux gens de faire inspecter et de mitiguer dans les bureaux puis dans les chambres, là où on est exposé le plus longuement.
Je Les veux. maisons modernes, les maisons modernes de qualité, disons, ordinaire, chauffées à plainte électrique, sont particulièrement exposantes pour ce type de fréquence-là, malheureusement. Puis c'est pas parce qu'on a une vieille maison ou une maison neuve que c'est plus ou moins exposant. Donc, c'est vraiment à vérifier si on a des doutes. Moi, j'ai des idées de la moyenne depuis 19 ans qu'on fait des moyennes. Donc, on va recommander, vous vous situez par rapport à soit une moyenne que je constate, ou sinon la norme, bien entendu, canadienne, ou sinon la norme de Beaubiologie. Puis bon, la première chose à faire, c'est de s'éloigner. Le champ magnétique à 2, 3 pieds, même un pied, souvent, il va tomber près de zéro ou à zéro. Le champ électrique, lui, par exemple, des fils qui sont dans les murs, j'ai souvent vu qu'il se rend jusqu'au milieu de la pièce. C'est problématique, là. Il faudrait sortir le lit de la pièce, on ne va pas faire ça. Mais si on l'éloigne à un pied du mur, par exemple, la tête de lit, est-ce que ça fait une différence importante ou c'est pas assez? Parfois, ça fait une grosse différence. Ça dépend. Moi, quand je fais une expertise, je sais que j'analyse le potentiel électrique à chaque paroi, à chaque mur, plafond et plancher. Donc là, on va voir si on s'éloigne. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est un peu complexe mesurer ce type d'exposition-là, mais c'est que les ondes un peu viennent se rejoindre. Tout le filage fait un équilibre qui se tient. Et là, on élimine quelque chose, puis j'ai un nouvel équilibre qui se forme. Donc, avec l'expérience et des Le bons appareils, matériel, c'est qu'on arrive à trouver le meilleur équilibre par rapport à cet endroit-là, puis ça peut être différent d'un endroit à l'autre. Donc, il y a des murs, au contraire, qu'on veut se coller à ce mur-là parce qu'il y a moins de champ électrique pour des caractéristiques, il y a moins de filage dedans, ou tout simplement, il y a quelque chose dans ce mur-là qui fait qu'il y a moins de champ électrique, il y a plein de caractéristiques qu'on retrouve parfois, mais d'autres que non, on ne veut vraiment pas se coller là-dessus parce que j'ai un mur à 300 ou 400 voltmètres qui me donne justement dans la tête des mesures de 100, autour de 100, 120 voltmètres. Et là, on est considéré, selon Beaubiologie, bien sûr, extrême, mais négligeable selon, bien sûr, Industrie Canada. Donc, hmm. Alors, comment est-ce qu'on blinde un lit ou le plancher sous le lit? la première chose, c'est de déterminer, surtout pour le champ électrique basse fréquence 60 Hz, l'ensemble un peu des sources avec qui on a affaire. J'ai justement fait une expertise la semaine passée. On avait une grosse source, c'était un mur. Fait que là, on a traité ce mur-là, puis toute la chambre a vraiment calmé. C'était vraiment le fun. Donc, il y a combien de murs à faire, là? C'est ça qui est à déterminer. Une fois qu'on a déterminé ça, comme dans le cas chez toi, c'était vraiment le plus gros émetteur, c'était le plancher. Donc là, on l'a capturé au plancher avant qu'il rentre dans le lit. Puis là, en faisant les mesures de contrôle, ben, on a bien constaté la chute au lit. En Donc, fait, on fait deux choses chez nous. Mon lit, t'as mis de la moustiquaire d'aluminium sous le matelas que tu as soudé ensemble et que tu as branché dans la prise de terre muraire. Dans mon bureau, ben, on a ouvert le plafond de gyps en dessous dans la salle à manger. On a arraché le fil, on l'a remplacé par du BX, qu'on appelait autrefois le câble blindé avec une gaine d'aluminium, donc le câblage commercial. Et donc, ça stoppe le champ électrique. Mais sous un lit, donc ce serait la moustiquaire la principale. ben, Tête il de faut faire attention avec ça parce qu'un moustiquaire qu'on branche avec une mise à terre qui a idéalement une fusible dessus, c'est une antenne qui attire les champs 60 Hz. Donc, même si on a un champ, mettons, sur un mur qui est fort, où on tient des appareils branchés autour de nous, ben là, on peut augmenter même l'exposition de la personne. Si je vais faire une analyse, puis j'ai beaucoup de radiofréquences dans les types mégahertz, dans les 100 mégahertz, ben là, attention, le moustiquaire va réagir comme une antenne émettrice. Donc là, on peut me produire ce qu'on appelle l'électricité sale, où est-ce qu'on va avoir une résonance radiofréquence qui va apparaître dans ce métal-là, et on ne veut peut-être pas ça. Et aussi, parfois, ben, s'il y a des gros Wi-Fi, le moustiquaire, celui de la quincaillerie, va réfléchir autour de 85 90 peut-être. Celui qu'on tient, nous, c'est 99,9 de réflexion. Donc là, on pourrait augmenter l'exposition Wi-Fi parce que si on bloque un endroit et le Wi-Fi vient de l'autre côté, puis on dort, mettons, à cet endroit-là, bien là, le Wi-Fi va rebondir et revenir sur la personne. Même chose pour le plancher, si le Wi-Fi vient du plafond, et là, il rebondit sur le plancher et revient. Donc, on va avoir, on joue, à chaque fois qu'on met un blocage, c'est qu'on joue. Le champ électrique, là, on va l'attirer avec une bonne mise à terre et l'éliminer. Tandis que le champ radiofréquence, micro-ondes, si on veut, micro-ondes étant petites ondes, communication sans fil, la majorité, ou presque tous les matériaux qui sont disponibles réfléchissent les ondes. Donc, euh, euh, quand on a peur d'avoir des réflexions, on va utiliser comme des plastiques de graphite
qui vont avoir une réaction moindre avec, par exemple, les radiofréquences. Donc, on va choisir des matériaux différents dépendamment des résultats finaux de l'expertise. OK, donc on doit vraiment, trouver c'est quoi la principale source, puis là, voir la meilleure solution parce que certaines solutions peuvent aggraver le problème et tu as plusieurs matériaux et solutions dans ton arsenal, comme il y a la peinture au graphite, au carbone, justement, White Shield. La Quand est-ce Wash Shield qui est toujours efficace. Sinon, on en a une nouvelle canadienne qui est malheureusement moins efficace d'environ 30 à date pour le sans-fil, les micro-ondes. Par contre, il est aussi efficace pour le 60 Hz. Donc, on a au moins une autre option. Mais oui, il y a toujours la Wash Shield qui est sans métaux lourds, sans COV. Mais je recommande aux gens de faire une analyse, à moins qu'ils sont vraiment certains, d'investir un peu dans une mesure digne de ce nom, là. Économiser pour mesurer, ce n'est pas toujours une bonne idée parce que là, vous partez sur une atténuation qui n'est pas toujours nécessaire. J'ai vu plein de monde partir sur des grosses atténuations qui n'étaient pas nécessaires ou qui n'a pas fonctionné ou finalement, il y avait juste à faire autre chose qui ne coûtait rien, puis il était plus exposé. Moi, depuis presque 20 ans, moi, je suis honnête, je trouve de quoi la première solution, c'est qui coûte le moins cher possible. On essaie d'éliminer la source. La deuxième, on peut tout en éloigner, puis si on ne peut pas, là, qu'est-ce que ça coûte? Comment est-ce qu'on peut l'atténuer, puis au moindre coût? Puis là, on a même des solutions. Je t'atténue avec telle affaire, ça va coûter à peu près tant, tu vas avoir à peu près tant de pourcentage d'atténuation. On va jusque-là avec l'expérience. Donc, les gens aiment ça, mais pour ça, ça prend un œil qui a le savoir-faire, puis des appareils, bien sûr. J'ai une série impressionnante d'appareils quand même. J'imagine que les gens attendent d'être très malades avant de t'appeler, parce que ça coûte combien un appartement, une petite maison, une grosse maison, ces jours-ci? Ben, des petits 1,5, ça commence là, autour de 300 dollars. Un préachat, c'est juste 300 dollars avant d'acheter, savoir dans quoi qu'on s'embarque. Ça, c'est vraiment pas cher. Je n'ai pas augmenté mes prix depuis 2, 3 ans, depuis avant COVID. Une maison grandeur moyenne, c'est 530 dollars. Je vais passer 3 heures et demie solide, là, et souvent, je dépasse mon temps. Vous allez avoir un rapport manuscrit avec code de couleur, appareil calibré, méthodologie fiable et toutes les solutions d'atténuation vont être expliquées. Et puis, vous avez un rapport qui vous reste entre les mains et normalement, ce rapport-là va servir à différents intervenants qui peuvent faire de l'atténuation, comme par exemple les peintres, les couturiers pour les rideaux, si on a besoin de ça, les électriciens pour savoir quel mur. Donc, et puis moi, mais c'est sûr que j'ai tout un suivi aussi avec ces gens-là là, qui font affaire avec nous. Le Donc, tarif, c'est transport inclus dans quel rayon de Saint-Jérôme où tu es situé? oui, ben, comme la grandeur moyenne, maison de grandeur moyenne, c'est 530 dollars. On va passer une demi-journée ensemble. Ça, c'est pour Montréal métropolitain. Donc, ça va jusqu'à Saint-Jérôme, puis ça va jusqu'à Belleuil, en fait. Et ma tarification est basée de Montréal. Aussitôt que je sors de cette zone-là, je commence à charger du transport. Le transport a explosé j'ai pas beaucoup augmenté encore, là, mais comme ça continue là, c'est très, très dispendieux le transport. Le trafic a changé complètement depuis le COVID. Mes frais de déplacement ont doublé, c'est pas compliqué. Donc, on essaie de regrouper les gens dans des régions parce que j'ai moins de clients en général. Donc, c'est plus difficile de regrouper les gens. Mais j'y arrive toujours. Puis, Montréal Métro, les prix des frais de déplacement sont inclus. Allez voir sur le site Web. C'est expliqué. Il y a des exemples de rapports aussi. Puis, le moindre vous avez des questions, de toute façon, faut m'appeler pour prendre rendez-vous puis voir si vous avez vraiment besoin de mes services. On est honnête, je vais vous m'expliquer votre problématique, puis on va voir ce que je peux faire pour vous. Et dis-moi, qui sont tes clients? Est-ce que 80% c'est des particuliers puis qui ont des problèmes de santé ou c'est des compagnies, des organismes? Ben, ça a changé depuis 2016, je dirais, où est-ce que les médias ont cessé de parler du sujet, sauf quelques magazines indépendants. Mais depuis ce temps-là, ça a vraiment drastiquement changé. Là, ce qui reste, c'est des fermes laitières, puis du domestique, c'est-à-dire des résidences et des gens. Ce qui est peut-être agréable, c'est que les gens ont vraiment exploré toutes les autres options, puis il leur reste juste ça à explorer. Donc, mon taux de succès est excellent parce que, surtout quand on voit que les symptômes reliés, mais je suis assez bon des fois que je fais parler les gens 10 minutes, puis
à moi-même, je me dis, d'après moi, il est surexposé par tel type d'exposition, puis c'est rendu rare, je me trompe. Donc, je vais arriver, puis là, ben, on va atténuer. Puis mon espoir, quand je pars, ben, je donne rarement de l'espoir parce que, bon, la réalité, c'est que des fois, ça ne marche pas toujours parce que les gens, c'est peut-être d'autres choses qui peuvent les affecter. Mais dans ces cas-ci, je le sais que ça va être bon, là. Tu sais, là, Ça, c'était puis souvent, agréable. Ça peut être très ouais. désagréable pour quelqu'un qui cherche depuis des années. Ils ont éliminé les pesticides, les moisissures et des choses comme ça. J'ai changé la vie de beaucoup de gens par rapport à ça. C'est un des grands bénéfices, si on veut, avantages sociaux de mon travail. C'est que même s'il y a quelques personnes absolument difficiles, là, parce qu'on a des cas ennemis, malheureusement, plus forts qu'avant d'ailleurs, les gens qui ont besoin de mes services, ils en ont vraiment besoin. Là, puis c'est vraiment ça qui faisait la différence sur leur sommeil, leur maux de tête, leur bien-être, l'agitation de leur enfant, les animaux de compagnie qui sont tombés malades suite à. Puis souvent, les gens font le lien avec l'arrivée de quelque chose, puis ils disent, ah, je sais pas, ouais, mais on me dit que c'était pas ça, puis qu'est-ce que je connais là-dedans? C'est les médecins qui savent tout, puis les médecins, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Ben, je dis, ça dépend quel médecin vous parlez, tu sais. C'est Mais vrai. la moyenne au bâton est bonne. Mais même avant, c'était un peu ça. Là. Souvent, on va faire venir je dis souvent l'exorciseur avant de faire venir un Ghostbuster moderne comme moi parce qu'on va voir à d'autres solutions bizarres. Pourtant, moi, je suis équipé technique. Là. Moi, je suis la NASA, je suis science. Là. Je suis vraiment. Je vous donne les mesures, puis c'est entre vos mains. C'est les gens qui décident de leur exposition, de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je remets vraiment le pouvoir entre vos mains. Ouais. J'aimerais rappeler que tu as déjà été appelé, c'est quoi, New Brunswick Power qui t'ont fait venir pour un employé électrosensible? Oui, oui, Faut effectivement. te Là, le dire. oui, Donc, j'ai dans une, la clairance pour aller là. c'était dans une centrale nucléaire, c'est ça? Oui. Donc, c'était pas ionisant. Un des contrats commerciaux ou industriels que j'ai eus. Là. J'ai fait de nombreuses aciéries parce que il y a des fourneaux, c'est terrible. Là. Il y a aussi dans le plastique, On où eau est-ce que électrique, là. les plastiques ont des micro-ondes puissants, ils ont aussi des chauffes, des éléments chauffants puissants. Là, on est sur le bord des normes. Là. On est dans les normes thermiques là, à ce moment-là. C'est une autre approche. Oui, c'est une autre approche. Mais oui, je fais ça aussi. Ou je faisais ça aussi parce que là, les choses ont changé là, depuis le temps. Triste parce que toi puis moi, on est là-dedans. Moi, ça fait 30 ans que j'écris là-dessus, puis on se dit, ben, ça se peut pas que les gens vont éternellement être ignorants parce qu'il y en a de plus en plus de gens affectés. Mais la désinformation quand même assez solide là-dessus. Je parlais tantôt de l'article de Microwave News. C'est le New York Times qui a été recruté par le gouvernement américain envoyait comme l'étude sur les rats du Programme national de toxicologie américain qui a prouvé que ça causait le cancer cellulaire. Ils ont envoyé les résultats à un seul journaliste. On ne voit jamais ça, un gouvernement qui fait ça. Il savait que ce journaliste-là, William Broad, passerait le message que le ministère de la Santé américain voudrait passer, c'est-à-dire que très, très marginal, tout le monde peut parler au cellulaire, il n'y a pas de problème. Mais en fait, l'État de la Californie a été poursuivi, puis le département de santé publique de l'État a été obligé de publier une mise en garde que je peux vous montrer d'ailleurs ici. Là. Mais Euh, quand on fait des recherches comme on fait, toi et moi, c'est qu'on on se rend compte que dans les coulisses, c'est pas une question de science, c'est une question de politique et d'économie qui n'en parle pas. Parce que la science est là, l'approche de précaution, ça fait 40 ans qu'on sait qu'il faut l'appliquer. Donc, c'est ça qui est un peu choquant pour quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est là-dedans, c'est que, bien voyons donc, si on recommence à répéter ce qu'on disait il y a 20 ans. Il y a des études militaires des années 70 qui nous confirmaient tout ça. Donc, puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout atténuer à beaucoup, puis qu'on peut fonctionner encore très, très bien dans la société moderne en faisant attention. Donc, c'est même pas catastrophique si on commence à faire attention. Au contraire, ça va ouvrir d'autres opportunités de vendre des produits différents, puis on va approcher nos technologies de façon un peu différente. Mais c'est aussi bon, là, personne va en souffrir. Puis il va toujours avoir du sans-fil pour les forces de l'ordre, pour les pompiers, pour les polices. Pas d'inquiétude, le 911 fonctionne toujours parce que ça a été une grande campagne de peur de la part des entreprises cellulaires au début quand j'ai commencé à travailler dans le domaine où on disait, ben là, voyons, ça prend 4 antennes cellulaires une à côté de l'autre pour avoir le 911 parce que sinon, là,
mon Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Non, il n'y a pas de problème, là, tout rentre. Il y a plein, plein, plein de solutions. Donc, il y a plein de bonnes nouvelles, même si là, on se rend compte que la majorité des Québécois sont surexposés déjà. C'est qu'on parle de ça, mais on est loin déjà dans l'exposition. Là. Ouais. Il y a de quoi à faire de quoi assez rapidement, commencer à gérer son exposition. Désinformation va vraiment très loin. Je peux aussi référer aux gens à un article que je viens de mettre en ligne. C'est une vingtaine de personnes électrosensibles très malades qui ont été débranchées par Hydro-Québec parce qu'elles veulent conserver leur compteur à roulettes électromécanique. Et puis là-dedans, je raconte à la toute fin, je parle d'une clinique en Russie, dans tous les pays de l'Est. Ils ont ouvert dans les années 50 des cliniques pour traiter les électrosensibles. Puis je parle de ça. Donc, en fait, on le sait depuis que les ondes radio sont utilisées euh, euh, début du 20e siècle, mais en particulier Deuxième Guerre mondiale avec le radar. Et donc, on parle quand même de 15% des travailleurs à l'époque. Seulement 2% par contre, qui ne pouvaient plus travailler. Donc, tant que les gens ne tombent pas malades, ils cessent de travailler, les employeurs font rien, mais dans ce cas-ci, ils réaffectaient les ouvriers civils ou militaires à d'autres tâches où ils n'étaient pas exposés. Un petit problème ici avec... Ouais, j'ai des témoignages d'employés qui posent des antennes et qui entretiennent les antennes cellulaires, puis ils vont travailler quelques minutes, puis sortir pour refroidir quelques minutes parce qu'ils chauffent, ils ont chaud. Ils sont dans l'effet thermique, puis c'est quotidien. Donc, c'est assez spécial là, qu'on tolère ça. Ça a l'air que. Moi, ce que je trouve vraiment déplorant, c'est qu'Hydro-Québec dit qu'on ne peut pas installer des compteurs mécaniques en fin de vie au Québec, ça n'existe pas. Ben, une des plus grosses compagnies américaines, Pacific Gas and Electric, c'est dans leur option de retraite. Tu as le choix du compteur électromécanique à Ben roulette oui. pour éviter Ben les... oui, ils sont capables d'en faire encore meilleur qu'avant, puis Ouais. encore moins polluant au niveau électromagnétique qu'avant, s'ils veulent. Ça va dans deux sens, notre amélioration technologique. On ne va pas juste dans le sens du sans-fil, on peut aller dans le sens des des bons appareils électriques propres. D'ailleurs, je disais ça à l'époque à Hydro-Québec, au début, dans les premières années, on se rencontrait régulièrement parce que moi, j'étais plus en vue, puis on se parlait. Il y a même des gens qui venaient à mes conférences. Puis je lui disais comment est-ce qu'on pouvait saisir cette occasion-là pour être fier de notre électricité, puis d'amener des appareils encore plus propres pour servir les gens, mais de façon soucieuse, puis que c'était même payant de le faire. Donc, de transformer ça, puis c'est en accord avec ce que la population veut de toute façon. Demander à n'importe quel Québécois, je suis sûr que c'est 95% des Québécois, de demander leur s'ils veulent de quoi qui est sain ou qui a une approche qui, pour à peu près le même prix, va être plus propre. Puis ils vont dire, ben oui, c'est sûr. Puis dans ce cas-ci, il n'y a pas grande différence de prix là, si C'est sûr que Hydro-Québec c'est va faire attention. sûr que c'est payant pour la santé publique, mais Hydro-Québec, je leur ai demandé, par exemple, bon, ils ont des compteurs non communicants. La vaste majorité des gens disent qu'ils avaient des symptômes avec le compteur communicant, voient que leurs symptômes diminuent ou disparaissent, sauf euh, les rares, comme la vingtaine de cas qu'on voit en ce moment, là, les gens les plus handicapés vont réagir à l'électricité sale, donc l'interférence de haute fréquence de tous les appareils électroniques, dont les compteurs non communicants. Ouais. J'ai demandé à Hydro-Québec, parce que Paul Héroux de McGill, le physicien qui enseigne la toxicologie des ondes à la faculté de médecine de McGill, disait qu'il faudrait demander à Hydro-Québec, est-ce qu'ils font quelque chose pour filtrer l'interférence sur leur compteur, même non communicant? Puis on dit non, évidemment, mais ça répond à toutes les normes. Mais les gens doivent comprendre que les normes sont là pour protéger les appareils, pas pour protéger la vie Exactement. des végétaux, des animaux et des humains. Donc, tant qu'un appareil ne saute pas à cause de l'interférence, mais les gens le voient avec les moniteurs pour bébé et les haut-parleurs sans fil, il y a de la friture à cause de ces appareils-là. Absolument. Puis c'est de la friture qu'on peut interpréter, qu'on le voit là parce qu'on l'entend, mais avec notre peau et notre cerveau, c'est un peu la même chose. Là. C'est de l'interférence qui, pendant le moment d'exposition, ben, il y a une glande, il y a quelque chose qui fonctionne ou qui dysfonctionne. Puis l'idée, c'est qu'on sorte de là assez rapidement. Mais là, le problème, c'est qu'on est là permanent. Puis La peau, c'est qu'elle va picoter et chauffer. dans les symptômes rapportés, c'est du picotement des aiguilles enfoncées, carrément la peau des points rouges. En fait, ça affaiblit un peu la peau. J'ai des maladies de peau
que les symptômes de maladie de peau vont voir diminuer, voire disparaître en gérant tout simplement les expositions sans fil. Il y a plein de trucs reliés parce que le sans fil, en général, ça endommage un peu tout. C'est un peu comme le sida, souvent, que je trouve, c'est que ça endommage un peu le système immunitaire ou notre capacité à gérer des toxines, puis il y en a de nombreuses maintenant. Donc, les gens ne meurent pas du sida, ils meurent de tout le reste. Mais c'est un peu ça, c'est qu'on affaiblit un peu notre protection de base. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui m'appellent à plein de sortes de symptômes. Puis oui, généralement, on va relier des surexpositions, des symptômes particuliers. D'ailleurs, on fait la nomenclature de ça, c'est connu. Mais c'est qu'on a des combinaisons de symptômes où est-ce que je peux arriver, puis quelque chose qui, normalement, tout seul, peut-être la personne le gérerait bien ou l'animal le gérerait bien, mais en combinaison avec telle métaux-là ou telle alimentation ou tel autre contaminant, ben, il y a une réaction. Fait que là, l'idée, c'est d'enlever les contaminants potentiels. Moi, mon domaine d'expertise, c'est l'électromagnétisme, mais souvent, je vais aller sur des places puis je vais remarquer d'autres polluants qu'on peut voir, que ce soit chimique ou la moisissure à ce niveau-là. Là encore, c'est les basses fréquences, les hautes fréquences qui s'empilent. On voit ici l'étude de Johansson et collègues. Ça a commencé, en fait, l'électrosensibilité à être beaucoup plus répandue quand les écrans cathodiques sont arrivés. Et donc, ce rayonnement-là va jouer sur les mastocytes et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient une dermatite de l'écran qu'ils ont appelé à l'époque, parce que le visage, la peau, des graphistes et autres personnes qui passaient des heures à l'écran développé. L'écran cathodique, contrairement aux écrans plats qu'on a, c'est que le champ magnétique traversait le cerveau, puis c'est un champ magnétique avec des fréquences hautes et pulsantes. C'est vraiment spectaculaire comme truc. Donc, ben ça, heureusement, on n'a plus ça. C'est différent, les écrans aujourd'hui. Ce n'est pas un champ magnétique qui passe en bord du cerveau. C'est différent aujourd'hui, mais c'est Écoute, quand beaucoup moins polluant par appareil, là. Ouais. j'ai une anecdote parce que moi, j'ai travaillé à la Gazette à l'été 88 et je suis très content de ne pas avoir travaillé là longtemps. J'arrivais chez nous brûlé. Bon, j'étais stressé, je sortais de l'école, première classe quand même en journaliste, mais on partageait un écran cathodique à 2 journalistes. Alors, c'était l'ordinateur qui était gros de même, là. Ah oui. OK? Ah, Et quand j'étais au téléphone, puis l'autre tapait, ben, je l'avais par en arrière où ça émettait le plus. C'était oui. par la vitre que ça émettait, c'était par le dos. Et là, j'étais collé à un pied de ce monstre-là qui émettait des champs électriques et magnétiques basse fréquence gigantesques. En plus du fait que, bon, c'est des bâtiments sans fenêtre ouvrante, tapis mur à mur, il y avait les néons, le stress du jeune reporter qui voulait se prouver, tu sais. Mais j'étais vraiment à terre, mon système nerveux, après Mais un écoute, été. j'en ai vu des écrans cathodiques, c'est 4 pieds de champ magnétique haute fréquence autour. Puis ça, c'est à part des champs électriques, puis c'est à part du reste. Là, je te parle juste du magnétique. C'est spectaculaire, là. Ouais. Un pied me faisait cuire un peu, moi aussi. Ben, ça faisait brasser la cage à poux, là, quoique. Pas mal. Mon ego l'a mal pris quand j'ai été pigiste avec eux pendant une couple d'années. Ils m'ont pas regardé. On était plusieurs stagiaires, là, ils m'ont pas regardé, mais je suis très heureux d'avoir fait mon petit chemin. J'ai travaillé 15 ans à la presse et là aussi à la presse, ils m'ont barré après 15 ans. Une fois où le docteur Mikrovski, le docteur en architecture qui a fondé l'Association planétaire l'assainissement de l'énergie à Ottawa, qui 80 aujourd'hui, c'est le premier qui m'a parlé de ça. Il était venu dans un hôtel parler des taux de cancer, de leucémie chez les enfants. On avait les taux les plus hauts au pays. Et en plus, ben, à cause du chauffage électrique, là, on avait les taux d'exposition les plus élevés au champ magnétique 60 Hz. Et quand j'ai fait un article là-dessus, j'ai cité Dr. Mikrovski, qui c'était des faits, là. Ben, évidemment, c'est là qu'un nouveau patron de la presse m'a barré à jamais. Il m'a dit que j'étais un militant écologiste. Bon, OK. Sur le coup, je n'ai pas trop aimé, mais bon, c'est ce que je vois. Si vous lisez l'article de Microwave News sur Paul Brodeur, le grand journaliste qui a été barré partout, on voit que, Mais bon. l'information était bonne. Tu sais, Oui, c'est mais pas ça d'être dérange. alarmiste, c'est d'être réaliste, en fait. Mais à Je me court rappelle au terme, cégep, ça coûte trop pardon. cher à court terme de tout changer les technologies. Mais Paul Héroux l'a dit, bon, il faudrait avoir des lignes à haute tension sur la DC. Hydro-Québec ne fera jamais ça.
Mais les logiciels de cellulaire peuvent être modifiés. On le voit avec la France qui vient d'interdire un iPhone. Ben, ils ont juste fait une correction du logiciel, l'Apple, puis ça émet moins. Oui, juste un petit peu en bas de l'effet thermique, mais encore là, faut Encore voir. trop élevé. C'est sûr que c'est encore Ah, trop élevé. Mais écoute, pour les c'est extrême. Mais quand- Hydro-Québec, s'il faudrait faire des efforts sans tomber sur le DC, si Hydro-Québec se roulerait les manches, on pourrait baisser l'exposition dans énormément d'endroits, juste en balançant les lignes, parce qu'il y a plein de boucles de champs magnétiques qui existent. Donc, juste en faisant le ménage de ça, ça serait incroyable, là, sans tout refaire le réseau. c'est ça que Mikrovski leur a souvent recommandé quand il travaillait Ouais, justement avec les fermes laitières. Mais clair. pour eux, c'est une dépense. Ça n'amènera pas plus de revenus à Hydro-Québec de balancer mieux les lignes. Ouais, mais Hydro-Québec, c'est le peuple. C'est une société d'État, c'est le peuple. Donc, si le peuple veut ça, Hydro-Québec doit livrer ça. C'est qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on a des sociétés d'État. Et la santé du peuple et la santé de nos enfants, elle a été assez sacrifiée, je crois, là. Parce que là, ça vient se rajouter sur tout le reste. Et puis, Hydro-Québec rajoute des antennes. Il a rajouté des millions d'antennes, ne serait-ce qu'avec les compteurs dits intelligents, mais il utilise beaucoup d'autres systèmes sans fil. Donc, notre société pourrait prendre le devant, puis sans baisser le niveau de service du tout va bien fonctionner, la majorité des choses, puis, et baisser l'exposition à beaucoup de niveaux. Tu as Donc, raison, on a la capacité, comme c'est une société d'État, d'agir. Grâce à Amir Kadir, justement, on a les compteurs non communicants en option à 2,50 par mois. Pour moi, c'est de l'extorsion quand tu veux protéger ta santé, mais ça vaut la peine de payer 2,50 par mois, puis une fois 85 pour avoir le compteur non communicant. on a gagné la cause avec la QLPA en 2012, C'est hein, puis ça, on a travaillé fort. pourquoi Hydro l'offre? Un, parce que tu es allé ben ça, c'était la Régie de l'énergie, mais c'est pas. En fait, la raison pourquoi Hydro-Québec offre le compteur non communicant, c'est parce que l'Assemblée nationale, 100% des députés ont adopté une motion déposée par Amir Kadir de Québec solidaire, demandant à Hydro-Québec d'offrir une option de retrait à ceux qui ne voulaient pas de compteur communicant. Donc, il y avait cette pression-là du législateur qui fait qu'Hydro a agi. Parle-nous un peu de la cause de la Régie de l'énergie. Là, c'était pour combien Hydro chargerait de frais, dans le fond, Ben, pour moi, j'étais témoin expert au niveau de l'exposition des compteurs dits intelligents. la Donc, QLP. ça a été long, ça a été beaucoup de travail, là. On a été témoin en cours et puis j'étais aussi consultant à savoir comment répondre à toutes les avancées de l'entreprise, là. Donc, à ce niveau-là, oui, j'ai de l'information. Mais au niveau des coûts et tout ça, nous autres, à l'époque, ils nous avaient octroyé comme l'option de retrait. On avait comme au moins fait reconnaître que la précaution était importante et qu'Hydro-Québec pouvait le faire sans problème, malgré tout. Et donc, ça a été pour nous une victoire. Mais Hydro-Québec utilisait déjà des compteurs filés depuis des années, des dizaines de milliers de compteurs filés, en fait, depuis des années. Pourtant, ils niaient le faire. Tu sais. Donc, c'est vraiment du travail, une bataille en montant à côte, comme on dit en anglais, là, uphill battle, où malheureusement, euh, c'est dur d'avoir l'heure juste. Mm. Oui. Mais on a réussi à avoir ça. Fait que, ça a Toutes les- été tout un défi. Parce que j'ai réussi à mesurer vraiment non seulement la moyenne des compteurs, mais les crêtes dans des milieux naturels. Donc, pour reproduire ça en cours, Hydro-Québec a dû faire des études en labo. Il y a le Centre de recherche industrielle du Québec qui a fait des trucs aussi, mais c'est tout très dispendieux avec des ingénieurs moi, j'ai réussi à faire les mêmes mesures avec du Guerre Solution qui est calibré en milieu naturel. Donc, pour moi, ça a été une grande victoire là, de pouvoir amener ce chiffre-là, surtout qu'au début, je savais, j'avais aucune idée. Moi, j'amenais les chiffres que ma méthodologie, que j'avais bien vérifié, m'avait apporté. Puis là, j'avais aucune idée des chiffres de la partie adverse, autrement dit Hydro-Québec ou ses sous-traitants. Mais là-dessus, on était identiques, sauf un compteur qui a eu une crête de 49 000 microwatts environ, versus 7 000 environ en moyenne à 1 mètre. Et le Centre de recherche industrielle du Québec m'a sauvé parce que là, ça sortait de l'ordinaire, mais moi, je l'ai mis dans le rapport pareil parce que c'était trop. Quand quelque chose se produit de toute façon trop souvent, il faut l'inscrire. Tu sais, on va discarter, mettons, quelque chose qui n'est pas normal. Fait que ça, c'était revenu une couple de fois. Je l'ai mis malgré que c'était beaucoup plus élevé. Et heureusement, le Centre de recherche industrielle du Québec m'a donné raison parce que les autres aussi avaient constaté ces mesures-là dans un compteur qu'ils avaient mis en labo. Donc, on a gagné. Moi, j'ai gagné sur toute la ligne, même si on a été puni au niveau rémunération.
on a fait notre travail, puis on est fiers d'avoir fait. Ils t'ont pas payé ce que tu demandais, ils n'ont pas reconnu la régie. Non, ben, quand on est reconnu à 100%, puis à ce que je sache, j'ai été reconnu à 100% comme honnête et je travaille avec les chiffres, ils nous payent notre travail. Sinon, ben, ils baissent des pourcentages jusqu'à 0%. Et c'est à la discrétion d'Hydro-Québec. Ah oui. Fait que qui va aller se battre pour, pour quelqu'un que si vous gagnez, ben, il ne vous paiera pas. Ah oui. Ben, j'invite les gens à lire ton rapport. Malheureusement, le site de la QLPA est inactif en ce moment, mais voici le rapport que tu as fait pour stratégie énergétique et la QLPA sur les compteurs. C'est vraiment intéressant. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que Hydro-Québec dit ben, la mesure moyenne. Hein, ils vont juste dire ça émet tant en moyenne. Ils ne vont pas parler des crêtes. Puis ils vont dire que c'est des milliers de fois sous la limite du Code de sécurité 6 de Santé Canada qui évite juste à échauffer les tissus. Donc, c'est de la bouillie pour les chats, de la désinformation de première classe. Et même les ingénieurs ont fait des erreurs graves de mesure. Puis moi, j'ai ramassé tout ça. Puis en fait, ils se corrigeaient à mesure que je pointais du doigt parce que c'était ma job. C'était un peu drôle hein, et un peu tragique à voir en même temps. Mais ça m'a démontré que on est capable, les citoyens, avec des gens comme moi, des techniciens formés, d'avoir une opinion personnelle, ne pas se fier uniquement aux multinationales et au gouvernement. On va terminer là-dessus. Certainement, les gens peuvent agir, peuvent demander une consultation à m3e.com, Stéphane Belinski. Et si vous voulez avoir l'information sur les comptes intelligents, je vous invite à lire cette réplique à une lettre totalement non fondée qui avait été publiée dans le Devoir par une cinquantaine d'universitaires québécois qui n'ont jamais fait d'études sur les ondes et la santé. Réplique de Dr. Carpenter qui a déjà eu qui a géré le New York Power Lines Project pour l'État de New York, qui avait eu 5 millions de dollars pour gérer les études sur les champs magnétiques et la leucémie, qui ont confirmé que ça doublait le risque de leucémie infantile. Donc, Dr. Carpenter qui a écrit cette réplique-là, et j'ai coordonné pendant un été complet. Ça a été bonifié et endossé par une cinquantaine de chercheurs. C'est extraordinaire comme travail. J'ai eu la chance de travailler avec Dr. Carpenter, qui est un individu absolument fantastique, vraiment une bolle dans son domaine. On est chanceux d'avoir des gens courageux comme lui. D'ailleurs, il s'est fait rincer très sérieusement pour la cause des compteurs. Il est même sorti en ambulance une fois, tellement qu'il avait été interviewé de façon abrupte, parce que toutes les façons possibles d'intimider, malheureusement, on les revoit un petit peu en dessous des couvertes. Mais incroyable. Merci tellement. Puis oui, ces études-là, sont solides et merci à toi d'avoir amené ça ouais, en pleine face, comme on dit dans le québécois, parce que c'est un retour de boomerang là, d'une désinformation choquante, en fait. Là, Moi, c'est vraiment. ça, je pensais qu'il y avait une réplique à cette lettre-là complètement bidon du Devoir, puis personne ne l'a fait, fait que je l'ai fait, mais je me suis vraiment brûlé cet été-là, tout l'été, pour être sûr d'être blindé, avoir des sources. Je suis quoi, un neurochirurgien en Australie, là, qui disait que les gens, en particulier les gens qui sont à 10 pieds des compteurs communicants, là, peuvent avoir des symptômes, ça, encore pire s'il y a plusieurs compteurs. Mais il faut savoir, c'est ça, c'est des grands chercheurs, Dr. Carpenter. C'est l'État de New York qui a donné en 1900, à la fin des années 70, là, quand Hydro-Québec voulait faire Grande Baleine, il y a eu ce 5 millions de dollars-là d'études qu'il a gérées. C'est la sommité en Amérique du Nord sur les dangers des BPC. Il a été sali dernièrement par Monsanto Bayer, qui sont aussi dans les BPC. Il a été suspendu de son université d'Albany. Finalement, ils l'ont remis en place. Il y a eu tellement un tollé. C'est quelqu'un qui est d'une intégrité scientifique Ah oui, mais c'est ça, souvent, un vrai scientifique. ouais, vrai. Mais ben c'est ça prend des gens courageux comme ces chercheurs-là. Ben, merci à toi, Stéphane, de poursuivre, d'offrir ce service-là qui est vraiment précieux. Après moi, ça va être inévitable, malheureusement, avec le plus grand nombre d'antennes qu'on a dans les bâtiments et tout près des bâtiments. Malheureusement, ça joue sur la santé publique, les études. Je vous invite juste à aller voir le site même de Michel Rivasi, qui est une députée verte au Parlement européen, et elle a organisé un atelier sur l'électrohypersensibilité au Parlement européen. Bon, il est fermé en ce moment,
Mais ben voilà, c'est pas les sources qui manquent, hein? Non, non, la science est là, mon ami. La science est là. Puis merci tellement de le rapporter. Et puis, au plaisir de se retrouver. D'accord. Merci Stéphane, à bientôt. À bientôt.